Dernière slide. C'est la place du droit dans votre communication publique. On est déjà rentré dans ce sujet-là. Un avocat stellaire qui est maître Massimo Bianchi, alias Katana. C'est même pas une blague, on l'appelle Katana le mec. Et j'avais dit sur Twitter, écoutez, c'est très simple, si jamais un jour dans la même pièce vous trouvez Attila le 1, Vlad l'Empaleur, Joseph Staline, Gengis Khan et Tamerlan, bah c'est qu'ils sont en train de faire un sandwich à Massimo Bianchi en fait. Les avocats, c'est une source d'inspiration pour vous. Qui est votre l'avocat, on va dire, préféré, votre modèle en avocat? Dans l'histoire, c'est Abraham Lincoln, parce que c'est le plus grand politicien de tous les temps, et selon moi le plus grand avocat, parce qu'il a plaidé ce que personne d'autre n'arrivait à plaider. Donc Abraham Lincoln, il était très malin, comme il était autodidacte, il avait des angles que n'avaient pas les avocats standards. Et c'est pour ça qu'il a été infiniment supérieur à tous les avocats de son époque et à tous les politiciens de son époque. Par exemple, quand il voit qu'il perd la guerre de sécession, parce qu'au départ il voulait pas abolir l'esclavage, il s'était dit je veux juste rétablir l'union, je veux que l'union reste l'union. Et donc même si je pouvais faire ça en renvoyant tous les esclaves, je le ferais. Mais il perd. Et ça, c'est une chance de l'histoire qu'il ait perdu, que ses généraux aient perdu. Et donc là, Lincoln se dit, bon, il faut que je fasse de cette guerre une guerre politique pour la liberté, et donc on va abolir l'esclavage. Et comment il abolit l'esclavage? Il dit, ça fait 4 ans que les sudistes déclarent que les esclaves sont leur propriété et qu'ils sont en guerre pour cela. Eh bien, soit, il y a des articles de loi aux États-Unis qui décrètent très clairement, et que les sudistes ont ratifié depuis longtemps, des États du Sud ont ratifié, qu'en cas de guerre, l'État peut saisir la propriété d'autrui au titre de ce que l'on appelle la contrebande de guerre. Eh bien moi, Abraham Lincoln, avocat de génie donc, j'utilise cet article de loi pour saisir les esclaves. J'ai autorité sur eux, puisque la Confédération n'est pas reconnue de toute façon. Et cette propriété privée, je la retourne contre les sudistes, puisqu'ils disent c'est ma propriété. Très bien, c'est ta propriété. Si c'est ta propriété, j'ai le droit de la saisir. Si ça avait été un humain, j'aurais pas eu le droit. Mais si c'était ta propriété, si tu considères que l'esclave est une propriété privée, j'ai le droit de la saisir, c'est la loi. Donc je saisis vos esclaves et je les rends libres, maintenant qu'ils m'appartiennent. Et ça, c'est la proclamation d'émancipation d'Abraham Lincoln. C'est un passe-passe juridique brillant. C'est une super faille. Ah mais c'est magnifique. Il fallait un autodidacte comme Abraham Lincoln pour faire une faille pareille. Il fallait vraiment un autodidacte comme lui pour pouvoir passer dans le système. Et ensuite, comme avocat vivant, c'est Massimo Bianchi que je cite, maître Massimo Bianchi, donc effectivement qui est appelé Katana à Marseille, dont un juge parisien avait dit il vaut mieux avoir le sida que Bianchi dans un dossier. Donc ça vous donne rapidement la réputation du mec. Et effectivement, Massimo Bianchi c'est un excellent avocat. Comme il y en a plus en fait malheureusement, parce que on n'enseigne plus la défense de rupture. La défense de rupture, c'est quelque chose qui s'apprend pas à l'école. Lui c'est du pénal, c'est un pénaliste, il a défendu, c'est un des plus grands pénalistes de France, mais la défense de rupture, ça peut s'utiliser aussi bien au civil qu'au pénal. Ça a évidemment beaucoup plus d'impact au pénal, parce qu'au pénal, vous pouvez sauver quelqu'un, littéralement. Quelqu'un qui était parti pour prendre 15 ans, vous pouvez le faire sortir avec une poignée de main du juge, et avec le juge qui félicite l'avocat. C'est arrivé à Bianchi. Il avait quelqu'un qui risquait de la prison, c'était pas 15 ans, mais qui risquait de la prison, et il est ressorti avec une poignée de main du juge, et le juge qui félicite Bianchi. Dommage que ça soit pas filmé, ce genre de choses. Mais oui, mais au moins vous avez... On peut au moins féliciter Éric Dupond-Moretti pour cette initiative. Oui, alors c'est quelque chose qui est... Mais je sais que certains avocats le voient pas comme ça. N'étant pas avocat moi-même, je vais pas me prononcer, mais je sais que le problème de caméra dans les instructions... Voilà, mais bon, d'une façon générale, c'est vrai que je regrette, on en parlait avant de tourner cette vidéo, je regrette que certains aspects de la culture américaine du droit ne soient pas présents en Europe, parce que je prends le cas par exemple sur la diffamation. Moi, j'ai été diffamé à plusieurs reprises, mais en France, on chope pas des millions pour ça. Aux États-Unis, vous avez Kyle Rittenhouse. Pardon ? C'est pas des millions, je crois. Par exemple, je sais plus, il y avait une chanteuse à succès, je sais plus si c'était Alizée ou quoi. Un journal avait écrit une connerie sur elle, puis une connerie sale, du genre qu'elle avait une mycose, que sais-je, une connerie, un truc faux, un truc bon. Ça a donné quoi, 50 000 € de diffamation. C'est pour une artiste, c'est que dalle. Enfin, je veux dire. Alors qu'aux États-Unis, j'ai beaucoup suivi l'affaire Kyle Rittenhouse. Et Kyle Rittenhouse, donc c'est un jeune Américain
qui dans des émeutes est allé protéger la concession automobile d'un de ses amis ou de son oncle, je sais plus. Bon, il lui a dit voilà, il y a des émeutes, toutes les autos sont pas forcément assurées contre ce genre de dégâts, contre les émeutes, et donc j'ai besoin que tu ailles protéger ça parce que j'ai un crédit et que je vais être ruiné si jamais des abrutis décident de casser les voitures. Et lui il se rend sur le lieu, et sur le lieu, il a un fusil d'assaut. Mais il est entraîné, enfin c'est pas un fusil d'assaut d'ailleurs techniquement, c'est évidemment du coup par coup comme c'est la loi aux États-Unis, mais il a un AR-15, pas un M16, donc le M16 ça c'est full automatique, l'AR-15 non. Et il a toute la discipline classique, c'est-à-dire ne pas pointer, c'est pas un fou de la gâchette. En chemin, 3 personnes lui tombent dessus, armées avec un flingue, et essaient de lui enlever son fusil et le braquent avec un flingue. Après 3 sommations, il en tue 2. Bon. Immédiatement, Kyle Rittenhouse, il est dit aux États-Unis que c'est un suprémaciste blanc qui a tué 3 noirs. C'est faux, les personnes qui l'ont agressé étaient blanches, et il a fait 3 sommations, et ces personnes étaient armées. Il a été dit qu'elles n'étaient pas armées, pas de bol, elles étaient armées, évidemment. Donc Kyle Rittenhouse a juste tout fait ce que la loi lui permettait de faire. Il n'a rien fait d'illégal, et quand des gens l'ont braqué avec un flingue, il a décidé de sauver sa vie, et il a bien fait. Eh bien, il a été dit par des stars américaines que c'était un membre du Ku Klux Klan, que c'était un suprémaciste, que c'était tout ce que vous voulez. Même LeBron James a dit des conneries comme ça. Eh ben, Kyle Rittenhouse a été innocenté. Il s'est avéré que le procureur qui requérait contre lui était totalement malhonnête. Et on l'a vu clairement. D'ailleurs, on a un passage où le témoin clé du procureur décide de dire la vérité. Quelle idée, hein, face à un procureur. Il dit la vérité. Il dit, bah oui, j'étais armé. Bah, on voit le procureur qui met comme ça, la main la tête dans sa main, comme ça, en mode mais pauvre con, pourquoi tu dis que t'étais armé? Je t'avais dit de pas le dire. Oui, mais il a juré de dire toute la vérité, le monsieur. Et lui, c'était un des 3 agresseurs qui a survécu, et il a dit la vérité qu'il était armé. Kyle Rittenhouse aujourd'hui peut réclamer plus de 150 millions de dollars, pour diffamation. Après avoir vécu l'enfer, après avoir vécu des mois où il pouvait plus sortir de chez lui, où tous les réseaux disaient que c'était un membre du Ku Klux Klan, un raciste, un suprémaciste, alors que c'était faux, maintenant, il va rentrer dans le paradis de ses droits, où il va pouvoir devenir millionnaire et être rémunéré pour les saloperies qu'on lui a faites. Qui c'est qui va les payer ces 150 millions? Ça sera LeBron James, ça sera toutes les oui, ça sera même des juges, ça sera des politiciens qui ont déclaré à la télévision que c'était un suprémaciste raciste. C'est un pourcentage de responsabilité pour chacun, c'est ça? C'est un juge qui va déclarer que le dommage subi eu égard à la quantité de passage à l'antenne mérite 150 millions au total. Et donc plusieurs avocats et des juges ont donné l'autorisation, parce que ce qui a été donné, c'est les autorisations que les juges ont accordées pour que le procès aille de l'avant. Donc les plaintes pour diffamation ont eu lieu, et des juges ont confirmé qu'elles étaient légitimes. Et dans ces plaintes, c'est au minimum 150 millions de dollars qui sont en jeu, que Kyle Rittenhouse mérite, puisqu'on a menti sur lui. Et alors, du coup, non, puisqu'il a été innocenté. Et maintenant, il est innocent, Kyle Rittenhouse. Hein, le juge l'a clairement innocenté. Et donc, le résultat du procès, c'est qu'il était évidemment en état de légitime défense face à des mecs armés qui ont essayé de le buter et à qui lui a donné 3 sommations. Il leur a pas tiré dessus direct. Je rappelle que, aussi bien aux États-Unis qu'en France, on a des bavures où il n'y a pas eu les 3 sommations. On est bien d'entendre ce genre d'anecdotes. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre des anecdotes comme ça qui viennent des États-Unis sur YouTube. Pour conclure, quelle est votre actualité? Vous faites toujours des journées de travail de 15 heures, en fait? Et maintenant, c'est plutôt 10 heures maintenant, mais même les week-ends, effectivement. Ouais, je pense que c'est plus à cause de la diversité des choses que je fais. J'ai beaucoup de projets en cours, et maintenant je suis un petit peu obligé de lever le pied. Mais effectivement, entre deux, de toute façon, j'aurais pas pu faire 3 doctorats si j'avais pas des journées de grands malades, puisque j'ai eu une année où j'avais les 3 en même temps. Donc l'année où j'ai soutenu le premier doctorat au Centre d'études diplomatiques et stratégiques, c'était une année. L'année qui a mené à cette soutenance, c'est une année où j'avais les 3 doctorats à gérer en même temps. Mais 15 heures, c'est trop, non? Il faut du divertissement sur 24 heures pour avoir l'inspiration. C'est quand on aime son job. Alors oui, ça inclut la possibilité de, par exemple, un divertissement, c'est quoi? Regarder un documentaire, mais ça peut être aussi du travail. Donc j'essaie de me divertir en regardant des choses qui vont faire avancer mon travail. Donc on est de cette génération qui va sur YouTube, etc. Elon Musk a dit qu'on pouvait entièrement faire son éducation sur YouTube maintenant, pour peu qu'on ait un bon maître d'hôtel, entre guillemets, un bon chargé de menu qui fasse la bonne sélection des playlists. Ouais, idéalement un ami, en fait, qui vous fait des playlists, quelqu'un qu'on suit et qui vous dit voilà, vous voulez apprendre les maths, pas de problème. Par exemple,
Et j'avais appris la théorie de Galois en mathématiques, qui est quand même assez abstraite, et c'est une vidéo YouTube qui me l'a vraiment bien réapprise en fait. C'est en regardant une vidéo YouTube que je l'ai comprise. Avant, je bachotais comme un con, et en regardant une bonne vidéo YouTube, je crois que c'est Aleph Zero la chaîne, j'ai vu une explication qui était la meilleure que j'avais jamais vue et qui était très au-dessus de celle que mes professeurs payés par l'État pouvaient